Vincent Morrison avait toujours été un homme qui calculait les probabilités. 25 années passées dans le renseignement militaire lui avaient appris à lire les gens comme on lit les cartes météorologiques, prévisibles, et pourtant dangereux lorsque les tempêtes s'annoncent. À 52 ans, des mèches d'argent se mêlant à ses cheveux sombres et des cicatrices dessinant sur ses mains burinaient autant d'histoires que de blessures, il possédait cette intensité silencieuse qui mettait mal à l'aise les hommes plus faibles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Les mots de l'oncologue résonnaient dans la pièce stérile: cancer du pancréas, stade 4. 6 mois, peut-être 8 avec un traitement agressif. L'expression de Vincent ne changea pas. Il avait déjà regardé la mort en face dans les montagnes d'Afghanistan, dans les ruelles sombres de Prague. Ce n'était qu'une autre mission, avec une bombe à retardement. Le docteur Patricia Hanley, une femme qui avait déjà livré des milliers de diagnostics similaires, se retrouva curieusement troublée par son calme. « Monsieur Morrison, je sais que c'est accablant. Nous avons des psychologues, des conseillers. »« Pas besoin, » répondit-il d'une voix lourde d'autorité. « Quelles sont mes options ?» Tandis que la docteure exposait les traitements, chimiothérapie, radiothérapie, essais expérimentaux, l'esprit de Vincent anticipait déjà 3 coups d'avance. Diana prendrait mal la nouvelle. Leur mariage s'était refroidi ces 2 dernières années, depuis qu'il avait quitté son poste au gouvernement pour se consacrer à sa famille. L'ironie ne lui échappait pas, en voulant être plus présent, il était devenu invisible. Leurs enfants, Emma et Ryan, tous deux dans la vingtaine, s'étaient également éloignés. Emma, cadre dans le marketing à Chicago, n'appelait presque jamais. Ryan, fraîchement diplômé, travaillait pour l'entreprise du père de sa petite amie, manifestement plus intéressé par son fonds fiduciaire que par les liens familiaux. Vincent avait bâti sa fortune avec minutie: pension militaire, contrat de consultant, investissement judicieux dans des entreprises de défense. Le domaine familial, évalué à 4,2 millions de dollars à Westfield, reflétait des années de décisions méticuleusement calculées. Mais il avait appris que l'argent n'achetait pas la loyauté. En marchant vers son Range Rover dans le parking souterrain de l'hôpital, Vincent remarqua que la voiture de Diana n'était pas dans leur allée, alors qu'il passait devant leur maison. Il était 14 h, un mardi. Son studio de fitness fermait à midi les jours de semaine. Ce soir-là, il lui annonça la nouvelle pendant le dîner, à leur table en acajou, la même où ils avaient célébré anniversaire et fête familiale depuis 15 ans. « Un cancer ?» dit-il simplement. La fourchette de Diana tomba avec fracas contre l'assiette. À 48 ans, elle faisait encore tourner les têtes avec ses cheveux blonds et son allure soigneusement entretenue. Combien de temps? 6 à 8 mois. Le silence qui suivit s'étira entre eux comme un gouffre. Vincent scrutait son visage, lisant ses micro-expressions comme il lisait autrefois les combattants ennemis. De la peur, oui. De la tristesse, peut-être. Mais sous tout cela, autre chose. Un soulagement? Nous allons nous battre, dit-elle. Mais ses yeux, eux, semblaient déjà calculer autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à saisir. Chapitre 2, Fils qui se dénoue. 3 semaines plus tard, Vincent commença à remarquer les signes. Le téléphone de Diana, toujours posé face contre table pendant les repas. Des séances de sport étonnamment longues. De la lingerie neuve qui n'apparaissait jamais dans leur intimité. Un mari formé à la surveillance ne rate jamais ce genre de détails. La confirmation arriva un jeudi matin pluvieux. Vincent avait une séance de chimiothérapie prévue mais la reporta, prétextant une fatigue soudaine. À la place, il suivit Diana jusqu'au Marriott du centre-ville. Depuis sa voiture, il l'observa entrer dans le hall et y retrouver 3 Whitman. 3 était tout ce que Vincent n'était pas: jeune, tapa accent grave, l'œil et tendre. À 35 ans, il possédait 3 concessions automobiles de luxe et arborait son succès comme un paon en parade. Son statut de divorcé et sa réputation de playboy étaient bien connus dans leur cercle social. Vincent l'avait déjà croisé lors de galas de charité, et il n'avait pas manqué la façon dont les yeux de 3 s'attardaient sur les épouses des autres. À travers les baies vitrées du lobby, Vincent les vit s'étreindre, pas une accolade amicale, mais l'étreinte urgente d'amants volant des instants. Son esprit entraîné nota chaque détail, la main de 3 dans le bas du dos de Diana,
la manière dont elle se levait contre lui, leur déplacement vers les ascenseurs avec une aisance familière. Vincent ne ressentit aucune colère. La rage, après tout, était une émotion. Chapitre 3, l'appel téléphonique. Et au lieu de céder à l'émotion, il sentit en lui se réveiller ce froid calcul qu'il avait maintenu en vie dans les territoires les plus hostiles. Diana avait fait son choix. À son tour, il ferait le sien. Ce soir-là, Diana rentra à la maison avec une histoire bien rodée, un déjeuner avec sa sœur Claire en ville. Vincent écouta, hochant la tête avec une sympathie feinte, tandis qu'elle évoquait des embouteillages qui expliquaient parfaitement son absence de 4 heures. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle en posant la main sur son front avec une sollicitude bien répétée. « Fatigué, mais je me bats. » Vincent savait que le vrai combat viendrait plus tard. Au fil des jours suivants, il mit à profit certaines compétences acquises dans les recoins les plus sombres des services gouvernementaux, un minuscule traceur GPS dissimulé sur la BMW de Diana, un logiciel miroir pour suivre son téléphone, un suivi précis des comptes bancaires qui révéla des retraits d'espèces correspondant à ses soi-disant courses. Le schéma émergea très vite, les mardis et jeudis après-midi, au Marriott. Diana s'était montrée généreuse avec leur compte commun, finançant son adultère avec l'argent de Vincent. L'ironie aurait pu le faire sourire si elle n'était pas si pathétique. Mais la trahison allait encore plus loin. En écoutant les messages vocaux récupérés, Vincent découvrit Diana discutant de plans de secours avec 3. Police d'assurance vie, organisation successorale. Le cancer n'avait fait qu'accélérer une stratégie qu'elle semblait avoir planifiée bien avant le diagnostic. « Je dois juste être patiente », soufflait la voix de Diana dans l'enregistrement. Une fois qu'il sera parti, on pourra enfin être ensemble au grand jour. Les enfants pensent déjà que je mérite mieux. Les enfants. La mâchoire de Vincent se contracta alors qu'il digérait cette révélation. Ses propres enfants étaient complices de cet abandon soigneusement orchestré. Chapitre 4, l'affrontement. L'affrontement arriva plus tôt que prévu. Emma et Ryan se présentèrent ensemble, un samedi matin, les traits fermés par une détermination sombre. Diana se tenait derrière eux, telle une générale disposant ses troupes. « Papa, il faut qu'on parle », dit Emma, la voix faussement calme. Elle avait hérité des yeux bleus perçants de Vincent, mais d'aucune de sa patience. « Cette situation, ce n'est pas juste pour maman. » Situation. Vincent resta assis dans son fauteuil en cuir, les doigts joints comme une prière. Ryan s'avança. Sa jeunesse le rendait audacieux et stupide. Le cancer, papa. Ça va devenir laid et coûteux. Maman ne devrait pas avoir à te regarder te dégrader. Vincent l'observa. Main douce, vêtements de créateur, l'attitude typique de quelqu'un qui n'avait jamais connu l'adversité. Je vois. On a trouvé un établissement, dit enfin Diana en entrant dans la conversation. Sunset Manor. C'est très bien équipé, tout le soutien médical nécessaire. Autrement dit, un endroit pour mourir. Le silence confirma tout ce que Vincent avait besoin de savoir. Sa famille avait déjà écrit son épitaphe. La voix d'Emma trembla légèrement. On ne peut pas te voir souffrir. Et pour être honnête, papa, on ne peut pas mettre nos vies en pause. Vos vies, répéta Vincent sans émotion. On en a assez d'attendre ta mort, dit Ryan avec une brutalité qui tranchait net. Ce sera mieux pour tout le monde. Diana sortit des papiers de son sac. J'ai demandé le divorce. Ce sera rapide, sans contestation. Tu garderas la moitié de tout, ce qui est largement suffisant pour couvrir tes soins. Vincent accepta les documents sans même les lire. Derrière Diana, il aperçut une silhouette près de la fenêtre, 3 Whitman, une cigarette entre les doigts, appuyée contre sa Porsche argentée. L'homme n'avait même pas eu la décence d'attendre dans la voiture. « Quand est-ce que je pars ?» demanda Vincent. « Aujourd'hui, » dit Diana. « J'ai déjà fait ta valise. Et j'ai mis ceci. » Elle lui tendit un carton rempli d'albums photos et de souvenirs. « Profite bien des souvenirs. » Le baiser qu'elle lui donna était théâtral, destiné à un seul spectateur. Le parfum de 3 flottait encore sur ses lèvres. Chapitre 5, le retour. À Sunset Manor,
un établissement sinistre qui sentait le désinfectant et la résignation, Vincent fut installé dans une chambre austère, avec une seule fenêtre donnant sur un parking. Les autres résidents n'étaient que des corps entreposés, attendant la mort. Exactement ce que sa famille pensait qu'il deviendrait. Rebecca Martinez, une infirmière fatiguée d'une cinquantaine d'années, l'aida à s'installer. « Vous pouvez passer un appel, pour prévenir quelqu'un que vous êtes arrivé, dit-elle gentiment. Politique de la maison ? Pour la première fois depuis des semaines, Vincent esquissa un sourire. Juste un appel. Je suis désolé, restriction budgétaire. Ce soir-là, alors que Sunset Manor s'endormait dans sa routine de vies oubliées, Vincent composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix rauque ne réponde. Constantine. C'est Vincent. Un silence tendu traversa la ligne, puis Constantine Petrov reprit la parole, son accent russe chargé de surprise. Mon ami. J'ai entendu pour ton diagnostic. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai besoin d'un service. Bien sûr. Tout ce que tu veux. Vincent lui exposa la situation avec précision. Constantine écouta sans l'interrompre, une marque de respect entre 2 hommes qui avaient œuvré dans l'ombre. Ta famille, dit finalement Constantine, ce sont des gens qui confondent la gentillesse avec la faiblesse, une erreur fréquente. Combien de temps avons-nous ? Les médecins disent 6 mois. Mais je pense qu'on peut faire avec moi. Considère que c'est fait. Les anciens protocoles. Tous. Mais Constantine, je veux qu'ils comprennent leur erreur. Avant la fin. À ta guise. Bienvenue de retour dans le jeu, Vincent. Vincent raccrocha et s'allongea sur le lit étroit, les yeux fixés sur le plafond taché d'eau. Demain, Diana et Troy commenceraient à planifier leur nouvelle vie ensemble. Les enfants retourneraient à leurs préoccupations égoïstes, satisfaits d'avoir éliminé le fardeau. Aucun d'eux ne savait que Vincent Morrison venait d'activer un réseau s'étendant de Moscou à Mexico, tissé au cours de 25 années d'opérations classifiées. Ils croyaient avoir affaire à un homme mourant. Ils allaient découvrir à quel point ils s'étaient trompés. Chapitre 6, le réseau s'éveille. À l'aube, la machine était déjà en marche. L'influence de Constantine allait bien au-delà de ce que l'imagination du commun pouvait concevoir, une toile d'araignée de contact, mêlant entreprises légitimes, marchés grillés. Dans des territoires plus sombres, là où les questions ne se posaient pas. Le premier visiteur de Vincent arriva à 8 heures du matin, déguisé en aumônier. Le père Miguel Santos possédait ce calme profond, cette sérénité naturelle qui poussait les gens à lui accorder leur confiance instinctivement. Peu savait qu'avant d'être appelé à servir Dieu, il avait servi d'autres maîtres dans les arcanes opaques de la communauté du renseignement. Vincent, dit doucement Miguel en s'installant dans la chaise du visiteur, Constantin m'a mis au courant. Nous sommes tous désolés de ce qui t'arrive, assez désolés pour aider. Frère, nous sommes une famille. Et la famille n'abandonne pas la famille. Miguel glissa à Vincent un petit pendentif en forme de croix. À l'intérieur de sa cavité discrète se trouvaient 3 objets, un téléphone sécurisé, une carte de crédit reliée à des comptes intraçables, et une microclé USB contenant des dossiers détaillés. Ta femme et son amant, expliqua Miguel. Antécédents complets, relevés financiers, profil psychologique. Quelques détails intéressants s'en dégagent. Vincent inséra la clé dans le terminal informatique vétuste de la salle de loisirs de l'établissement, prétextant faire des recherches sur les traitements disponibles. Ce qu'il découvrit dépassait largement le cadre d'une simple infidélité. Les concessions automobiles de Troy Whitman étaient au bord de la faillite. Des problèmes de trésorerie étaient masqués derrière une façade de réussite tape à accent grave l'œil. Son divorce lui avait coûté cher, et l'avocat de son ex-épouse avait été méticuleux jusqu'à l'obsession. Diana représentait pour lui bien plus que l'amour, elle était son salut financier. La salle de sport haut de gamme de Diana traversait elle aussi une période trouble. Loyer en hausse, concurrence féroce, les bénéfices s'amenuisaient. Elle avait commencé à emprunter sur la valeur nette de la maison pour garder son entreprise à flot, des transactions que la maladie de Vincent l'avait empêché de surveiller. Mais la découverte la plus troublante concernait Ryan. Le fils de Vincent avait détourné de petites sommes de l'entreprise du père de sa petite amie.
Des montants minimes mais réguliers. La société de marketing d'Emma faisait l'objet d'une enquête pour facturation frauduleuse, bien qu'Emma, elle, n'en sache encore rien. Ses enfants n'étaient pas seulement ingrats, ils étaient désespérés. Il y a pire encore, annonça Miguel. Diana et Troy planifient cela depuis 18 mois. Leur liaison a commencé avant même ton diagnostic. Ils parlaient déjà de mariage quand le cancer est apparu. Vincent accueillit ces révélations avec un détachement professionnel. L'émotion troublerait son jugement, or, le jugement était désormais tout ce qui comptait. La phase suivante nécessitait une orchestration minutieuse. La dégradation de Vincent débuta lentement, repas sautés, longue période de sommeil, plaintes croissantes concernant la douleur. Le personnel de Sunset Manor, habitué à ce type de déclin, adapta ses soins en conséquence. En moins d'une semaine, Vincent fut transféré dans l'aile des soins palliatifs, où les visites étaient limitées et la surveillance minimale. Une configuration idéale pour ses desseins. Le docteur Jennifer Walsh, sa nouvelle médecin référente, n'était pas une inconnue. Ancienne chirurgienne de guerre, elle avait soigné des agents blessés dans des zones qui n'existaient officiellement pas. Sa présence à Sunset Manor n'avait rien de fortuit. « De combien de temps as-tu besoin ?» demanda-t-elle lors de leur premier entretien confidentiel. « 3 mois pour mettre en place. 2 pour exécuter. 1 pour conclure. Le cancer est réel, mais toi comme moi savons que les échéances sont modulables, avec un bon encadrement médical. » Le docteur Walsh hocha la tête. « Je peux te garantir 6 mois de lucidité fonctionnelle. Après, la nature suivra son cours. 6 mois, c'est amplement suffisant. » Ce soir-là, Vincent reçut son premier appel de Diana. Le numéro affiché sur l'écran de l'établissement révélait qu'elle appelait depuis la maison de Troy. « Vincent, comment te sens-tu » demanda-t-elle, la voix chargée de cette fausse chaleur que les gens adoptent quand ils veulent paraître gentils devant témoins. La douleur empire. « Je suis désolé. As-tu besoin de quelque chose ? Ta famille ?» Un silence tendu s'étira entre eux. En arrière-plan, Vincent entendit la voix de Troy, sans distinguer les mots. « Les enfants t'envoient leur amour », finit par dire Diana. « Ils gèrent tout ça à leur manière. » « Je comprends. Vincent, malgré tout, j'espère que tu trouveras la paix. »« Je la trouverai, » promit Vincent. Peu après avoir raccroché, il esquissa un sourire. Diana avait appelé depuis le téléphone fixe de Troy, et non son portable. Ce simple détail disait tout. Il se croyait en sécurité, hors d'atteinte. Il pensait avoir gagné. Dès demain, Vincent commencerait à leur enseigner à quel point ils avaient tort. Chapitre 5, les pièces se mettent en mouvement. La transformation de Vincent Morrison, de patient mourant à marionnettiste de l'ombre, débuta par de petits événements, apparemment insignifiants, dispersés dans toute la ville. Lundi matin, Troy Whitman se rendit à son concessionnaire principal pour découvrir que son voisin de palier, le Café Milano, avait été vendu à de nouveaux propriétaires. L'ancien, un vieil Italien nommé Jeppe, aurait reçu une offre impossible à refuser. Les nouveaux propriétaires étaient polis, mais très clairs, ils allaient entreprendre de lourdes rénovations, à commencer par le parking partagé. Dès mardi, les places de stationnement principales de Troy furent bloquées par du matériel de chantier. Le mercredi, le nouveau système sonore du café fut testé, une sorte de jazz expérimental diffusé à un volume tel que toute conversation devenait impossible. Juste un coup de malchance, dit Troy à son directeur commercial, Derek Hopkins, alors qu'ils observaient les clients potentiels s'éloigner. Mais Derek, vétéran de 20 ans dans la vente automobile, n'était pas convaincu. 3 coïncidences, ça fait un schéma, patron. Pendant ce temps, les problèmes de Diana commencèrent plus subtilement. La société propriétaire de ces locaux, Wallace Property, avait été rachetée par une société écran. Les nouveaux bailleurs exigeaient une réévaluation complète des baux en cours et réclamaient des documents financiers remontant à 3 ans. Cette lettre arriva le même jour où sa meilleure instructrice, Maria Santos, annonça qu'elle partait ouvrir son propre studio de l'autre côté de la ville. Maria avait reçu une offre de partenariat et des fonds de démarrage que Diana ne pouvait égaler. « Ce n'est que du business, Diana, dit Maria, évitant son regard.
Tu comprends, non? Jeudi, Diana avait déjà perdu 3 autres coachs. Et pourtant, malgré 12 clients fidèles de longue date, les rumeurs couraient, le studio de Diana vacillait, certains parlaient même d'une fermeture imminente. Dans l'industrie du fitness, la réputation, c'était tout. Un seul murmure pouvait faire s'effondrer un empire bâti sur la sueur et la confiance. On dirait que quelqu'un orchestre tout ça, souffla Diana à 3 lors d'un dîner pris dans le silence croissant de sa concession automobile désormais presque vide. D'abord tes ennuis, et maintenant les miens. 3 força un sourire, mais les nouvelles rides au coin de ses yeux trahissaient la pression qui le rongeait. On trouvera une solution. De toute façon, il est peut-être temps de changer certaines choses. Ni l'un ni l'autre ne soupçonnaient que les épreuves qu'ils affrontaient avaient été méticuleusement planifiées par un homme qu'ils avaient toujours relégué au rang de vieil émerdeur mourant. Un homme qu'ils n'avaient jamais pris au sérieux. Et pourtant, Vincent orchestrait tout dans l'ombre à travers un réseau dont sa propre famille n'imaginait même pas l'existence. Constantine, l'un de ses contacts, avait racheté le café via 3 sociétés écrans soigneusement imbriquées. Maria Santos, la nouvelle propriétaire du studio voisin, n'était autre que la cousine du père Miguel et le financement de ses installations provenait, chose surprenante, de fonds caritatifs du Vatican, connus pour leurs critères d'investissement, inhabituellement flexibles. Mais cette guerre psychologique n'était que la première phase. Le prochain coup de Vincent nécessitait une approche plus personnelle, plus intime. Depuis son téléphone sécurisé, il contacta une vieille connaissance, Tommy Brennan, un détective privé aux méthodes parfois créatives, pour ne pas dire douteuses. « J'ai besoin d'une surveillance complète sur 2 cibles, expliqua Vincent. Numérique, physique, financière. Je veux tout. Comme au bon vieux temps. Exactement comme au bon vieux temps, répondit Tommy sans hésiter. En moins de 48 heures, l'équipe de Tommy livrait des résultats d'une précision chirurgicale. Ils avaient confirmé que Diana et 3 se retrouvaient chaque mardi et jeudi au Marriott. Mais ce n'était pas tout, un second lieu de rendez-vous existait, un petit appartement que 3 avait discrètement loué sous le nom de son père, décédé depuis des années. Plus troublant encore, Diana avait ouvert un coffre-fort privé à la banque, en utilisant son nom de jeune fille. « Qu'y a-t-il dans ce coffre ?» demanda Vincent. « On y travaille. Mais le moment choisi est intéressant, elle l'a ouvert 2 semaines après ton diagnostic. » Vincent nota l'information avec soin. Diana était bien plus calculatrice qu'il ne l'avait imaginé. L'ouverture de ce coffre suggérait qu'elle se préparait à différents scénarios. Un plan B. Un filet de secours. Ses enfants, eux, nécessitaient des tactiques différentes. L'entreprise de marketing d'Emma faisait effectivement l'objet d'une enquête fédérale, mais l'affaire traînait dans les limbes administratives. Vincent fit en sorte que l'enquête prenne de l'ampleur, et veilla à ce que le nom d'Emma figure bien en haut des dossiers. Quant à Ryan, ses détournements de fonds étaient plus simples à exploiter. Vincent transmit anonymement au père de la petite amie de Ryan un dossier complet, incluant relevé bancaire et horodatage. Les doigts de Ryan s'étaient révélés bien plus collants que quiconque ne l'avait soupçonné. Le vendredi soir, les 2 enfants de Vincent reçurent chacun une convocation urgente de leurs employeurs respectifs. Réunion d'urgence. Conversation grave. Avenir en suspens. La plus belle des ironies? Vincent ne les piégeait pas. Il se contentait d'exposer les fautes qu'ils avaient réellement commises. Leur propre avidité lui avait offert les armes idéales. Alors que la semaine s'achevait, Vincent, allongé dans son lit étroit de l'hospice, observait le chaos qu'il avait semé à travers des communications cryptées. Diana et 3 commençaient à vaciller sous la pression. Les fissures se multipliaient dans leur avenir soigneusement planifié. Mais Vincent ne faisait que commencer. La vraie douleur surviendrait lorsqu'il comprendrait qu'ils étaient traqués, et que le patriarche qu'il croyait abandonné n'était peut-être pas aussi impuissant qu'il l'avait cru. Le jeu s'accélérait. Et Vincent Morrison jouait selon des règles que sa famille n'avait jamais apprises. Chapitre 6, Leto. Le lundi matin apporta son lot de désastres inédits pour les conspirateurs. Troy Whitman découvrit avec stupéfaction que son assurance professionnelle avait été résiliée. La compagnie Hartford Financial prétendait avoir décelé des irrégularités dans les revenus qu'il avait déclarés, remontant à 2 ans. « C'est impossible !»
hurla Troy à son agent d'assurance, un homme nerveux nommé Pete Kovac. Je n'ai jamais menti sur un formulaire. Je suis désolé, monsieur Whitman, balbutia Pete, mais l'audit a révélé des incohérences significatives. Et sans assurance, vous ne pouvez légalement continuer à exploiter la concession. Quel audit? Bredouilla Troy, le visage blême. Personne ne m'a parlé d'un audit. Pete consulta ses dossiers, mal à l'aise. Il a été lancé après un signalement anonyme très détaillé. Des documents accompagnant la plainte, qu'on ne pouvait pas ignorer. Alors que Troy luttait contre l'effondrement de son entreprise, Diana, elle, faisait face à sa propre catastrophe. Des agents de l'IRS venaient de débarquer dans son studio de fitness, munis d'un mandat. Sarah Martinez, inspectrice fiscale, expliqua calmement qu'ils avaient reçu des rapports faisant état de revenus en espèces non déclarés. Et concernant les notes de frais frauduleuses. Madame, nous avons des dossiers très précis laissant entendre que vous dirigez une activité parallèle en espèces, déclara l'agent Martinez, étalant des documents sur le bureau de Diana. Des séances de coaching personnel, non déclarées comme revenus. La gorge de Diana se serra, asséchée par la panique. En effet, elle avait accepté des paiements en liquide de clients privés, un argent qu'elle avait discrètement utilisé pour financer sa liaison, sans laisser de traces que son mari aurait pu découvrir. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-elle. La documentation est très complète, répondit l'agent Martinez. Quelqu'un nous a fourni des dates, des horaires, des noms de clients. Nous devrons examiner tous vos relevés financiers remontant sur 3 ans. Pour mercredi. Dès lors, Diana et Troy furent submergés par une avalanche d'enquêtes administratives surgies de nulle part. Leurs nerfs s'effilochaient à vue d'œil. Ce qui, autrefois, avait été une liaison passionnée, source de joie et d'excitation, devenait désormais un fardeau qu'aucun des deux ne pouvait plus se permettre. La même semaine, Emma Morrison reçut un coup de massue de son propre côté, le FBI étendait son enquête à l'agence de marketing où elle travaillait. Son nom figurait parmi les employés soupçonnés d'avoir mis en place un système de facturation frauduleuse. Sa supérieure, Janet Walsh, la convoqua dans son bureau, le visage crispé par la peur. « Emma, je vais être direct. As-tu gonflé les heures facturées aux clients ?» Le cœur d'Emma s'effondra. Elle avait parfois ajusté légèrement ses feuilles de temps de petites modifications, pensait-elle, qui passeraient inaperçues. « Il m'arrive d'arrondir, parfois, admit-elle. Le FBI dispose d'enregistrements prouvant un surfacturage systématique lié à tes codes de compte. Il parle de poursuites pénales. » De son côté, la situation de Ryan était tout aussi catastrophique. Le père de sa petite amie, Richard Dalton, l'avait confronté avec des preuves accablantes d'un détournement de fonds, si précises qu'elles incluaient des captures d'écran de l'activité de Ryan sur son ordinateur. 15 000 $, lança Richard, d'un ton aussi glacial qu'une nuit d'hiver. Répartis sur 8 mois. Tu me prends pour un imbécile, fiston? Les mains de Ryan tremblaient tandis qu'il fixait les preuves. Monsieur Dalton, je peux vous expliquer. Tu as volé sous mon toit, pendant que tu couchais avec ma fille. Tu es fini, Ryan. Fini financièrement, professionnellement, et personnellement. Le jeudi soir, la famille de Vincent entrait en état d'alerte. Diana convoqua une réunion de crise chez Troy, un endroit qu'elle croyait à l'abri des regards extérieurs. Mais Vincent, lui, avait appris l'existence de cette réunion par l'intermédiaire de l'équipe de surveillance de Tommy Brennan. Des caméras dissimulées dans le salon de Troy lui transmettaient un flux vidéo et audio en direct, qu'il observait depuis son lit d'hospice avec la froide attention d'un maître d'échecs étudiant les mouvements hésitants de joueurs amateurs. Ce n'est pas une coïncidence, lança Diana, arpentant la pièce tel un fauve en cage. Nous sommes tous visés en même temps. Quelqu'un s'acharne sur nous. Emma, assise sur le canapé à côté de son frère, paraissait épuisée. Mais qui, et pourquoi? Troy desserra sa cravate, ses gestes trahissant un stress palpable. Peut-être que cela a un lien avec Vincent, d'une manière ou d'une autre. Papa est mourant, répondit Ryan. Il est enfermé dans un centre de soins palliatifs. Comment pourrait-il orchestrer tout ça? Diana s'immobilisa.
Vincent a des contacts dans les services de renseignement militaire, dans les marchés publics. Peut-être a-t-il découvert notre liaison avant de tomber malade. Quelle liaison ? Demanda Emma, confuse. Diana et Troy échangèrent un regard chargé de non-dits. Ils n'avaient pas encore révélé à leurs enfants l'ampleur de leur relation ni les projets qu'ils avaient envisagés. Mes projets de divorce, répondit Diana, prudemment. Peut-être veut-il me ruiner financièrement avant de mourir. Vincent esquissa un sourire devant l'écran. Il commençait à comprendre. Ils savaient maintenant qu'ils avaient un ennemi. Mais ils étaient encore loin de mesurer l'ampleur de leur erreur de jugement. Troy se leva, les traits durcis par la décision. Il faut accélérer notre calendrier. Finaliser le divorce immédiatement. Transférer les actifs tant qu'il est encore temps, avant que les enquêtes ne réduisent tout en poussière. Et les enfants ? Demanda Diana. Emma et Ryan semblaient blessés, perdus. Ils avaient été des pions dans le plan de leur mère, sans qu'on leur ait jamais expliqué la stratégie globale. Ils s'en sortiront, trancha Troy. Ce sont des adultes. Ils n'ont qu'à gérer leurs propres problèmes. Vincent ressentit une satisfaction glaciale. Ses enfants venaient de comprendre qu'ils avaient été abandonnés 2 fois, une première fois lorsqu'ils l'avaient mis de côté, et une seconde, plus cruelle encore, quand leur mère avait choisi son amant au lieu d'eux. La réunion dura encore 1 heure, se transformant peu à peu en un concert d'accusations, de disputes sur l'argent, de stratégies de survie improvisées. À la fin, les fissures se multipliaient dans chaque relation présente dans la pièce. Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient à s'endormir, Vincent médita sur les progrès accomplis, ses ennemis étaient isolés, sous pression, et commençaient à se déchirer entre eux. La phase suivante exigerait des actions plus directes. Dès demain, il leur apprendrait que certaines erreurs ne peuvent jamais être effacées. Chapitre 7 : Le piège se referme. Le vendredi marqua le début de la fin pour le monde soigneusement construit par Diana et Troy. Le plan de Vincent entra dans sa phase la plus agressive, exécuté avec une précision chirurgicale. À 8 heures, Troy arriva à sa concession automobile, pour découvrir que le bâtiment était encerclé par des agents fédéraux. Les insignes de la DEA scintillaient au soleil du matin, tandis que les agents s'emparaient de véhicules, d'ordinateurs et de dossiers. C'est d'un pas mesuré, avec la gravité sereine de celui qui sait pertinemment qu'il détient toutes les cartes en main, que Carlos Rodriguez, agent des finances fédérales et spécialiste des dossiers sensibles, s'approcha de Troy Whitman. Il parlait avec cette autorité tranquille propre aux hommes qui n'ont jamais eu à douter une seule seconde de la solidité de leur dossier. « Monsieur Troy Whitman, dit-il avec un calme glaçant, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent et participation à un réseau de distribution de substances interdites. » Un silence pesant s'installa, avant que Troy, visiblement pris de court, ne réagisse. « C'est insensé. C'est une erreur monumentale. Je vends des voitures, bon sang. Je suis concessionnaire automobile, pas trafiquant de drogue. » Mais Rodriguez, implacable, ne broncha pas. Son regard ne vacilla pas une seule fois. « Et vous blanchissez également de l'argent pour le compte de la famille criminelle Torino, ajouta-t-il d'une voix froide, presque détachée, en sortant d'une enveloppe rigide un mandat d'arrêt fédéral dûment signé. Il le lui tendit d'un geste mécanique, comme s'il s'agissait d'un simple formulaire administratif. Nous disposons de documents comptables détaillés. Des relevés financiers étayés et vérifiés. Ils démontrent que vous avez mis en place un système rigoureux, presque industriel, de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue, à travers vos différentes concessions automobiles, et ce depuis 18 mois. Le visage de Troy vira au blanc de craie. Ses traits, d'ordinaire confiants, se décomposèrent sous l'effet du choc. Il est resté figé, incapable de réagir. Il n'avait jamais touché à la drogue. Ni de près, ni de loin. Il était même farouchement opposé à ce monde. Mais ce que Troy ignorait, c'était la minutie avec laquelle Vincent et son équipe avaient monté leur piège. Ils avaient fait appel aux meilleurs. Constantine, l'homme de l'ombre, avait mobilisé un réseau de spécialistes financiers chevronnés, véritables illusionnistes de la comptabilité, capables de faire apparaître ou disparaître des preuves avec la même aisance qu'un magicien tire un lapin de son chapeau. Le plus terrifiant dans toute cette affaire, c'était la simplicité perverse du piège.
Vincent n'avait pas inventé une histoire à partir de rien. Non. Il s'était appuyé sur la réalité. Une réalité anodine, presque invisible. En effet, Troyes avait vendu, sans y prêter plus d'attention que cela, 3 véhicules à des membres de la famille Torino. Des ventes légitimes, en apparence, payées en liquide, sans recours au moindre financement ni crédit. Ce genre de transaction était courant. Trop courant. Mais c'est précisément cette banalité qui allait servir de socle à une machination parfaitement huilée, un scénario de blanchiment d'argent dont la seule existence résidait dans des dossiers financiers truqués, falsifiés avec un soin quasi chirurgical. Pendant que Troyes était menotté et conduit dans un silence pesant vers le centre de détention fédéral, une autre catastrophe s'abattait ailleurs, tout aussi brutale, tout aussi imprévisible. Diana, de son côté, recevait une nouvelle qui allait la laisser sans voix. Le coffre-fort bancaire qu'elle avait loué sous son nom de jeune fille, précisément pour le garder secret, avait été vidé sur ordre du tribunal. Son contenu, composé de 47 000 $ en espèces et de plusieurs bijoux précieux, avait été placé sous scellé judiciaire dans le cadre d'une enquête pour évasion fiscale dont elle faisait désormais l'objet. Elle éclata dans le bureau de son avocat, maître Marcus Fredman, le visage marqué par la peur et l'indignation. Comment ont-ils su pour ce coffre? Qui les a informés? L'avocat leva lentement les yeux vers elle, ses traits tirés par la fatigue et le poids des mauvaises nouvelles. Quelqu'un a fourni aux autorités des informations précises, détaillées, presque intimes sur vos finances personnelles. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton grave. L'IRS détient des dossiers complets sur vous, remontant à plus de 2 ans. Vos revenus en tant que coach personnel, vos dépôts en espèces, même vos achats de bijoux ont été enregistrés. C'est comme si quelqu'un suivait chacun de vos gestes. Une traque invisible mais méticuleuse. Diana sentit l'air lui manquer. Tout s'effondrait. Le sol se dérobait sous ses pieds. Elle était piégée. Il faut que je voie Vincent, lâcha-t-elle enfin. Votre ex-mari? Pourquoi iriez-vous le voir? Parce qu'il est le seul à pouvoir savoir tout cela. Il est le seul qui pourrait avoir orchestré ça. Ce même après-midi, elle se rendit à la maison médicalisée Sunset Manor, l'esprit en feu, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle avait le teint cireux, les yeux creusés, la posture de quelqu'un au bord de l'effondrement total. Les jours précédents avaient arraché morceau par morceau le masque qu'elle portait avec tant d'élégance. Ce qu'il restait désormais, c'était une femme effrayée, traquée, et au bord du gouffre. Vincent l'attendait dans une petite salle réservée aux visites, éclairée faiblement par une lumière d'après-midi déjà déclinante. Il fut amené par un aide-soignant, assis dans un fauteuil roulant, une bonbonne d'oxygène fixée à ses côtés. L'homme s'éloigna aussitôt, les laissant seuls. Pour Diana, le choc fut brutal. Vincent ressemblait à la mort. Un fantôme de lui-même. Le teint pâle, les joues creusées, le corps affaibli, brisé. Elle s'assit lentement en face de lui. « Vincent, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux vers elle, une expression difficile à lire sur le visage. « Parler de quoi? De ce qu'il nous arrive. Des enquêtes. Des arrestations. Tout cela n'a rien d'un hasard. Tu le sais aussi bien que moi. » Vincent la regarda longuement, comme s'il peinait à comprendre. « Troyes a été arrêté aujourd'hui, poursuivit-elle. Pour blanchiment d'argent. Pour trafic de drogue. C'est impensable. Et pourtant, les preuves sont accablantes. Je suis sincèrement désolé de l'apprendre, répondit-il simplement. Diana se pencha davantage vers lui, fixant son visage avec une intensité presque douloureuse. Le timing, Vincent, tout s'est écroulé dès que tu es entré ici. C'est trop parfait pour être une simple coïncidence. Il laissa échapper un soupir court, un brin agacé. Tu crois que c'est moi? Tu crois que j'ai fait ça? Diana, je suis en train de mourir. Je n'arrive même plus à sortir de cette chambre sans qu'on m'aide. Tu penses vraiment que je pourrais manigancer une telle opération dans mon état? Tu as des contacts, Vincent. Tu en as toujours eu. Quel contact? Je suis un ancien consultant du gouvernement. Cela fait 3 ans que j'ai quitté ce monde.
Tu crois que je pourrais encore mobiliser des gens pour une vengeance? Et pourquoi faire ça? Pour me venger de quoi? Je n'ai plus la force. Sa prestation était impeccable. D'une justesse inquiétante. Il semblait fragile, sincère, impuissant. Et pourtant, une petite voix en elle criait toujours. Parce que Diana voulait qu'il soit coupable. Si Vincent était derrière tout cela, alors elle avait un ennemi. Un visage à accuser. Une guerre à mener. Mais si ce n'était pas lui, alors leur monde s'effondrait de lui-même, victime d'un hasard cruel, aveugle, et terriblement injuste. Et cette idée-là, cette possibilité du chaos pur, était bien plus terrifiante que Vincent lui-même. Elle reprit, la gorge serrée. Les enfants sont touchés aussi. Emma fait l'objet d'une enquête du FBI. Ryan a perdu son emploi. Il risque d'être poursuivi, lui aussi. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée, les traits de Vincent se modifièrent légèrement. Une expression de véritable inquiétude traversa son visage. Pas feinte, pas jouée. Une émotion brute, presque paternelle. Et cette tristesse, cette douleur sourde dans la voix de Vincent, semblait d'une authenticité qui ne laissait place à aucun doute. Il n'y avait pas de jeu, pas de feinte, il était brisé. Un homme en ruine, face à l'ombre de ses erreurs et à la trahison de ceux qu'il avait un jour aimés sans compter. Diana, assise près de lui dans cette chambre de l'hospice Sunset Manor, observait attentivement chaque infime mouvement de son visage, chaque tressaillement de ses sourcils, chaque battement de ses paupières. Elle scrutait son regard à la recherche de failles, d'une trace de duplicité. Mais elle n'en trouva aucune. Quand elle lui parla des enquêtes pour fraude, de la possibilité que leurs enfants soient impliqués ou du moins compromis, Vincent écouta avec gravité. Son visage se crispa brièvement, mais ce n'était ni la colère ni l'indignation qui l'envahissait, c'était une douleur nue, rugueuse, profonde. Celle d'un père blessé, d'un homme encore attaché à sa famille malgré l'abandon, malgré l'humiliation. « Je dois les aider, dit-il enfin, d'une voix basse mais résolue. Peu importe ce qui a pu se passer entre nous, Diana. Quels que soient nos différends, nos erreurs ou les leurs, ce sont mes enfants. » Diana le regarda, incrédule, presque blessée par cette loyauté qui lui semblait déplacée, voire absurde. « Tu es en soins palliatifs, Vincent. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire dans ton état? » Il resta silencieux un long moment. On aurait dit qu'il pesait chaque mot, chaque conséquence. Ses yeux se perdirent un instant dans le vide, comme s'il revivait des fragments d'un passé lointain, un passé où leurs enfants étaient encore jeunes, innocents, aimants. Puis, il parla de nouveau et cette fois, sa voix était celle d'un homme au seuil d'un choix irréversible. « Il me reste une somme. De l'argent mis de côté, pour les urgences. Des fonds que j'ai gardés en marge, issus de mes activités de consultant, à peu près 200 000 $. Le compte n'a jamais été mentionné dans les papiers du divorce. » Il s'interrompit brièvement, soupira, puis ajouta. « S'ils ont besoin d'un avocat, d'un soutien juridique. Je veux qu'ils aient une chance. » Les yeux de Diana s'étrécirent. Une étincelle s'y alluma. La logique, la stratégie, la manipulation, c'était son langage. Et elle comprit aussitôt l'opportunité. « Tu leur viendrais en aide, après tout ce qu'ils t'ont fait? Après t'avoir abandonné, trahi, renié ?» Il ne se troubla pas. Il ne se défendit pas. Il répéta, comme une vérité simple, gravée dans son cœur. « Ce sont mes enfants. Je les aime. Même s'ils ne savent plus comment m'aimer. » Ce fut la clé. La réponse exacte qu'elle attendait. Vincent n'avait pas changé. Derrière la maladie, derrière l'épuisement, il restait ce même homme dévoué, indulgent, désespérément tourné vers la famille. Et elle savait, à cet instant précis, qu'elle pouvait encore le manipuler. Une dernière fois. « Où est cet argent, Vincent ?» Il hésita. Le silence s'épaissit. Puis, à contre-cœur, comme un condamné signant sa grâce, il dicta les coordonnées bancaires. Diana les grava mentalement, chaque chiffre, chaque détail. Déjà, dans sa tête, le plan prenait forme. Cet argent pouvait effacer leurs dettes, couvrir les frais d'avocat, restaurer leur image, résoudre tout. Quand elle quitta Sunset Manor,
elle était convaincue d'une chose, Vincent n'était plus qu'une ombre. Un homme usé, mourant, mais encore irrémédiablement fidèle à sa famille, à ses enfants, malgré leur cruauté. Ce qu'il venait de lui donner, c'était plus qu'une série de numéros. C'était un dernier acte d'amour. Le cadeau d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce compte existait bel et bien. L'argent était réel. Mais y toucher, y pénétrer, c'était activer un piège. Une dernière pièce dans la mécanique minutieuse d'une vengeance orchestrée par Vincent avec la précision d'un horloger. Alors que la voiture de Diana quittait le parking, Vincent, seul dans sa chambre, esquissa un sourire pâle. Il tendit la main vers son téléphone sécurisé. La phase 3 pouvait commencer. Chapitre 8, effet en cascade. Le compte bancaire que Diana venait d'accéder contenait exactement ce que Vincent avait promis, 1200 $. Un chiffre modeste. Suffisant pour éveiller l'intérêt, pas assez pour satisfaire sa soif. Mais ce qu'il ne lui avait pas dit et ce qu'il avait volontairement tu, c'est que ce compte était sous surveillance fédérale depuis des mois. Ciblé dans le cadre d'une vaste enquête sur des transferts d'argent internationaux liés à la sécurité nationale. Dès le mardi matin, tout s'effondra. Diana, réveillée par les coups frappés à sa porte, fut arrêtée. Menottée sous les yeux d'un voisin médusé. Le FBI fouilla sa maison. L'agent spécial Lisa Hartwell, froide et méthodique, lui annonça la nature des charges. « Madame Morrison, vous êtes arrêtée pour avoir accédé à des fonds liés à un réseau de financement du terrorisme international. » Diana, abasourdie, protesta. « C'est impossible. Ce compte appartient à mon mari. » Mais l'agent ne sourcilla pas. Ce compte est surveillé depuis 8 mois dans le cadre de l'opération nettoyage total. Votre retrait a déclenché plusieurs alertes automatiques. L'argent est désormais une preuve fédérale. Ce que Diana n'avait pas compris, c'est que Vincent avait soigneusement préparé chaque étape. Le compte, bien que légal, avait été conçu avec la complicité d'agents fédéraux pour partager des identifiants avec ceux d'un réseau soupçonné. Toute tentative d'accès suffirait à vous faire tomber. Et c'est ce qui se produisit. Tandis que Diana attendait dans une cellule, ses problèmes ne cessaient de croître. Le lien présumé avec le terrorisme permit aux autorités de geler tous ses comptes bancaires, d'interrompre la procédure de divorce, et de saisir les fonds qu'elle pensait avoir récupérés. Mais le piège ne s'arrêtait pas là. 3. Son fils apprit dans sa cellule que sa caution avait été annulée. De fausses preuves des recherches Internet fabriquées de toutes pièces montrant un intérêt pour des paradis fiscaux et des pays sans extradition furent transmises au juge. Emma et Ryan, de leur côté, découvrirent que l'arrestation de leurs parents les impliquait directement. Le parquet adorait les cas de réseaux familiaux criminels. Et l'affaire Morrison était en train de devenir un exemple parfait. À l'hospice, Vincent suivait les nouvelles depuis son lit, un mince sourire aux lèvres. Il contemplait l'œuvre de sa vie. Chaque pièce du puzzle tombait à la perfection. Son téléphone vibra. Tommy Brennan lui écrivait. Les avocats de 3 demandent un arrangement. Celui de Diana plaide le piège. Les enfants sont paniqués. Et notre échéancier? Vincent répondit. Tout le monde sera sous garde ou assigné à résidence d'ici 48 heures. Aucune chance de réaction coordonnée. Il hocha la tête, satisfait. Il était temps de dévoiler la dernière vérité. Et nous aurions dû rester ensemble. Vincent tendit une main tremblante pour effleurer les leurs. Je vous pardonne. Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous aider? Demanda Ryan. Maman disait que tu avais mis de l'argent de côté pour les urgences, mais maintenant elle est en prison, et on ne sait pas quoi faire. Cet argent n'existe plus, dit tristement Vincent. Votre mère a tout pris. Il marqua une pause. Mais, il existe peut-être une autre solution. Emma se pencha, fébrile. Laquelle? Laquelle? J'ai des informations sur 3. Sur ses véritables activités. Des choses que les procureurs ignorent encore. C'était le magnifique mensonge, celui qui parachèverait la vengeance de Vincent. Il n'y avait en réalité aucune information nouvelle sur 3. L'équipe de Vincent avait déjà tout fourni aux autorités pour le faire tomber.
Mais ses enfants, eux, l'ignoraient. Quel genre d'informations? Demanda Ryan. Des preuves. Des preuves capables de démontrer que Troy est le véritable criminel. Que votre mère a été manipulée par lui. Et que vous étiez les victimes innocentes de ses machinations. C'était exactement ce qu'ils rêvaient d'entendre. Une voie vers la rédemption, une porte de sortie qui ne les obligeait pas à reconnaître leurs propres fautes. Où sont ces preuves? Demanda Emma. Le jeu d'acteur de Vincent atteignit alors son apogée. Dans mon bureau, à la maison. Derrière le panneau dissimulé de mon bureau. Il y a des dossiers financiers, des enregistrements de conversations, des documents retraçant les vraies activités de Troy. Tout ce qu'il faut pour prouver votre innocence. Pourquoi ne pas les avoir remis à la police? La voix de Vincent s'affaiblit. Parce que, je protégeais votre mère. Malgré tout, je l'aimais encore. Mais maintenant, je veux vous sauver, vous, mes enfants. Emma et Ryan échangèrent un regard, rempli d'espoir et de résolution. Ils iraient à la maison, trouveraient ces preuves, et blanchiraient leur nom. Leur père, mourant, abandonné, tentait encore de les sauver. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que la maison était sous surveillance fédérale dans le cadre de l'affaire de Diana. Que entrer dans le bureau de Vincent violerait les conditions de leur mise en liberté sous caution. Et que les prétendues preuves n'étaient en fait qu'un dossier minutieusement assemblé, une documentation accablante de leurs propres crimes, préparée par des experts pour un impact juridique maximal. Alors que ses enfants quittaient Sunset Manor emplis d'un espoir retrouvé, Vincent ressentit la froide satisfaction d'une vengeance parfaite. Ils allaient s'incriminer eux-mêmes en croyant se sauver, en utilisant des preuves qu'il avait créées à cette seule fin. L'homme mourant qu'ils avaient abandonné orchestrait leur chute avec la précision d'un maître tacticien. Et il marchait droit dans son piège, convaincu qu'il était leur salut. Chapitre 9, le coup final. Le jeudi soir marqua l'achèvement du chef-d'œuvre de Vincent Morrison. Emma et Ryan arrivèrent dans la maison de leur enfance, tandis que des agents fédéraux surveillaient depuis des véhicules banalisés disséminés dans le quartier. La maison, toujours placée sous contrôle judiciaire dans l'affaire de Diana, restait sous surveillance constante. Y entrer sans autorisation relevait du crime fédéral. Utilisant des clés qu'ils avaient conservées depuis leur jeunesse, les enfants de Vincent passèrent par la porte arrière et gagnèrent le bureau de leur père. La pièce semblait figée dans le temps. Des photos de famille posées sur le bureau. Des décorations militaires suspendues au mur. Et ce fauteuil en cuir où leur père les avait aidés à faire leurs devoirs, des décennies plus tôt. Emma trouva le panneau dissimulé, exactement là où son père l'avait décrit. Derrière, une enveloppe en craft contenait une multitude de documents détaillant les crimes financiers de Troy, avec une minutie déconcertante. « C'est ça », dit Ryan en feuilletant des relevés bancaires et des enregistrements de transactions. « Ça prouve que Troy blanchissait de l'argent à travers des sociétés écrans. » Maman n'en savait rien. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que les soi-disant preuves de Vincent formaient en réalité un dossier soigneusement monté pour les inculper, eux. Des relevés bancaires prouvant le détournement de fonds de Ryan. Des échanges de mails montrant les falsifications de factures par Emma. Des documents bancaires démontrant que les deux enfants volaient leurs employeurs bien avant la liaison de leurs parents. L'équipe de surveillance observait en silence tandis qu'Emma photographiait les documents avec son téléphone, un acte constituant une altération de preuves dans une enquête fédérale. Quant à Ryan, il prit plusieurs originaux, un vol de pièces à conviction. En quittant la maison 30 minutes plus tard, les enfants de Vincent avaient commis plusieurs crimes fédéraux, pensant se libérer avec des preuves qui les accablaient. Le vendredi matin apporta le dernier acte. Vincent reçut un appel de Constantine, lui confirmant que toutes les pièces du puzzle étaient en place. « La situation juridique de votre famille est désormais irréversible », annonça Constantine. Les actions des enfants, la nuit dernière, garantissent de nouvelles charges. L'affaire de financement du terrorisme contre Diana empêchera toute négociation. Les preuves de la conspiration liée à la drogue de Troy sont accablantes. Et le calendrier? Les enfants seront arrêtés dans les heures à venir. Les procès commenceront dans les 6 mois. Diana risque un minimum de 15 ans. Troy entre 20 ans et la perpétuité, selon les lois sur le trafic. Vincent ne ressentit aucune joie.
Seulement la froide satisfaction d'une justice parfaitement exécutée. Sa famille l'avait trahi au moment où il était le plus vulnérable. Il l'avait abandonné à la mort, tout en planifiant une nouvelle vie avec son argent. Désormais, ils allaient apprendre ce que signifiait vivre avec les conséquences de ses choix. L'après-midi même, le docteur Walsh arriva pour leur ultime entretien. « Êtes-vous prêt pour la prochaine phase ?» Vincent acquiesça. « Je le suis. Le traitement que je vous ai administré maintiendra vos forces pendant encore 2 semaines. Après cela, le cancer reprendra son cours naturel. Vous aurez le temps de voir le fruit de votre œuvre. » Chapitre 9, le coup final. Le jeudi soir marqua l'accomplissement du chef-d'œuvre de Vincent Morrison. Un chef-d'œuvre fait de fausses promesses et de manœuvres calculées. Emma et Ryan arrivèrent enfin devant la maison de leur enfance, à peine conscients du danger qui les guettait. La maison était toujours sous surveillance fédérale, dans le cadre de l'enquête sur Diana. Des agents fédéraux observaient chaque mouvement depuis leur véhicule banalisé, prêts à intervenir à la moindre incartade. En utilisant les clés qu'ils avaient gardées depuis leur jeunesse, ils pénétrèrent dans la maison. Ils passèrent par la porte arrière, le cœur battant, avec la certitude que tout était désormais entre leurs mains. Mais tout était orchestré, tout, jusqu'au moindre détail. Ils se rendirent directement au bureau de leur père, une pièce figée dans le temps, remplie de souvenirs familiaux. Des photos accrochées au mur. Des médailles de son service militaire. Et ce fauteuil en cuir où, autrefois, il les avait aidés à faire leurs devoirs. Emma trouva le panneau caché, exactement comme leur père l'avait décrit. Derrière ce panneau, une enveloppe contenant des dizaines de documents. Chaque page semblait plus lourde que la précédente. Des relevés bancaires, des transactions détaillées, des preuves accablantes de ce que Troy faisait. Ce qu'ils prenaient pour des preuves contre Troy n'étaient en réalité que les pièces d'un puzzle monté à la perfection pour les incriminer, eux. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas que, sous la surface, ce dossier était une arme redoutable, non pas contre Troy, mais contre eux-mêmes. Des relevés bancaires montrant le détournement de fonds de Ryan, des emails prouvant la fraude d'Emma. Tout était là. Chaque erreur, chaque crime qu'ils avaient commis était soigneusement documenté. Ils photographièrent les documents avec leur téléphone, pensant les sauvegarder pour leur défense. Mais en réalité, ils altéraient des preuves dans une enquête fédérale. Et Ryan, en prenant plusieurs documents originaux, commettait un vol de pièces à conviction. Lorsque, 30 minutes plus tard, ils quittèrent la maison, ils n'avaient pas seulement rassemblé les « preuves » qu'ils croyaient être leur salut. Ils avaient, en réalité, commis plusieurs crimes fédéraux en pensant sauver leur peau. Le vendredi matin apporta le dernier acte de ce drame familial. Vincent reçut un appel de Constantine, une voix froide et assurée, un rapport implacable. « Tout est en place, Vincent. Les actions de tes enfants la nuit dernière ont scellé leur sort. Diana est terminée. Elle ne pourra pas négocier. Les preuves concernant Troy sont accablantes. Leurs arrestations sont imminentes. » Vincent n'éprouva aucune joie en entendant cela. Seule la froide satisfaction d'une justice correctement rendue. Il avait été abandonné. Trahi. Loin de pleurer son sort, il savourait la parfaite mise en œuvre de sa vengeance. Ses enfants, aveuglés par leur propre désir de se sauver, avaient tout fait pour se piéger eux-mêmes. Le docteur Walsh arriva, pour la dernière consultation, dans l'après-midi. « Es-tu prêt à passer à la phase suivante ?» Vincent acquiesça lentement. « Oui, je suis prêt. » Et c'est ici, dans cette institution discrète mais parfaitement équipée, que tout allait s'achever. Les gens de Constantine, loyaux jusqu'à l'excès, presque dévoués comme des moines à leur supérieur mourant, s'étaient assurés que Vincent Morrison serait transféré dans un établissement privé, à l'abri des regards indiscrets, loin du tumulte médiatique qu'il avait toujours fui, mais qu'il savait désormais inévitable. Dans ce sanctuaire de silence, personne ne viendrait troubler la lente procession de ces derniers jours. Ce soir-là, alors que l'hiver posait sa main froide sur les vitres embuées de sa chambre, Vincent saisit son téléphone une dernière fois. Une action simple. Ordinaire. Mais pour lui, cet appel serait une épitaphe vivante, une sentence prononcée depuis un lit de mort. Ce fut Emma qui décrocha. Elle était en prison.
Sa voix résonna comme une ombre, vide de chaleur, saturée de détresse. Papa. Mon Dieu. Papa. Ils nous ont arrêtés. Le FBI dit qu'on a manipulé les preuves. Mais, les documents, ceux dont tu nous avais parlé. Ils ne prouvent rien. Au contraire. Ils rendent tout pire. Incompréhensible. Injustifiable. La réponse de Vincent fut douce, presque apaisante dans sa froideur. Sa voix portait la fragilité d'un homme aux portes de la mort, mais ses mots, eux, étaient d'une clarté tranchante, presque chirurgicale. Je sais, Emma. Je sais. Parce que c'est moi qui les ai créés. C'est moi qui ai tout mis en place. Les preuves. Les liens. Les erreurs. Vos arrestations, les problèmes de votre mère, les accusations contre Troy. Chaque élément. Chaque détail. Chaque chute. Tout cela vient de moi. Un silence lourd et coupant s'installa. Pas un silence vide, non. Un silence plein, épais, où chaque seconde semblait contenir une vérité trop amère pour être dite. Puis, la voix d'Emma revint, changée. Écorchée par la vérité. Transpercée par la compréhension. Elle n'était plus une fille en colère. Elle était une femme blessée par une trahison qu'elle venait à peine de réaliser. Tu avais tout planifié. Tu nous as fait ça. Non, coupa Vincent, calmement, avec une fermeté absolue. Je ne vous ai rien fait. Je vous ai simplement révélé ce que vous êtes devenu. La vérité. Pas une vengeance. Un miroir. Nous sommes tes enfants, papa. Non, dit-il avec une lenteur solennelle, comme s'il rendait un verdict définitif. Mes enfants ne m'auraient pas abandonné. Ils ne m'auraient pas laissé mourir seul, dans le silence. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez choisi l'opportunisme et la cruauté au lieu de la loyauté et de l'amour. Et là, les sanglots. Pas un simple pleur. Un cri venu des entrailles. Le cri d'une personne qui comprend que le monde tel qu'elle le connaissait vient de s'effondrer. La vérité l'a frappé comme une marée glaciale. Papa, pardon. On ne voulait pas. C'était une erreur, une horrible erreur. Certaines erreurs ne peuvent pas être corrigées, Emma. Certaines blessures ne guérissent jamais. Il raccrocha. Lentement. Puis, il éteignit son téléphone. Définitivement. Ce fut la dernière fois que sa voix franchirait la barrière du sang. Le lien était rompu. Irrémédiablement. Les gens qu'il avait autrefois appelés « famille » n'étaient plus que des noms dans un passé révolu. Les semaines qui suivirent furent étrangement paisibles. Depuis sa chambre, baignée d'une lumière hivernale douce, presque irréelle, Vincent suivait les procès avec une attention glaciale. Pas de colère. Pas de triomphe non plus. Seulement la mécanique d'un plan qui se déroulait avec une précision presque mathématique. Diana, 18 ans de prison pour financement du terrorisme et fraude fiscale. 3. Condamné à la perpétuité, sans aucune chance de liberté conditionnelle, sous les lois fédérales sur le trafic de stupéfiants. Emma et Ryan, chacun 7 ans pour fraude et falsification de preuves. Leurs avocats plaidèrent. Ils crièrent à l'injustice. Ils déposèrent recours après recours. Mais rien n'aboutit. Car Vincent avait prévu chaque sortie de secours, et les avait condamnés une à une. Le réseau qu'il avait construit pendant des décennies veillait à ce que chaque échappatoire mène à une impasse. Les preuves étaient accablantes, irréfutables, écrasantes car il les avait fabriquées pour l'être. Alors que son corps s'éteignait lentement, dévoré par le cancer, son esprit, lui, était plus lucide que jamais. Il contemplait une forme d'équilibre. Il l'avait trahi dans sa faiblesse. Il les avait détruits dans la leur. Il l'avait abandonné à la solitude. Il leur avait offert la même en retour, mais dans une cage. Ces derniers jours furent calmes. Presque tendres. Le docteur Walsh, une femme discrète mais compatissante, veillait à son chevet, enregistrant avec précision chaque signe de déclin. « Des regrets ?» demanda-t-elle un matin, alors que la lumière du jour caressait le drap blanc. La voix de Vincent n'était plus qu'un souffle. Un murmure fatigué.
Mais son âme, elle, brûlait encore d'une flamme pure. Aucun. Ils ont choisi leur voie. Je me suis simplement assuré qu'ils la suivent jusqu'à la fin. Et ce fut tout. Vincent Morrison s'éteignit un mardi matin, dans un silence parfait, tandis que les rayons du soleil d'hiver jouaient sur les murs nus de sa chambre. Ses pensées, à cet instant, ne se tournèrent pas vers le pardon. Ni vers les souvenirs heureux. Mais vers une chose qu'il considérait comme sacrée. La justice froide, implacable, totale. Une semaine plus tard, son testament fut ouvert. Pas de drame. Pas de surprise. Il avait légué l'intégralité de sa fortune à des associations de vétérans militaires. Pas un sou pour Diana. Ni pour Emma. Ni pour Ryan. Ni pour Troy. Rien, sinon une ligne, simple, sobre et éternelle. À ceux qui ont oublié que la loyauté et l'amour se construisent dans la constance et non dans la commodité. Puissiez-vous, dans votre solitude, comprendre que certaines trahisons résonnent à travers l'éternité. Ce fut sa dernière leçon. Un message gravé dans le silence de la prison. Ils avaient confondu la gentillesse avec la faiblesse, le pardon avec une seconde chance, l'amour avec un dû. Mais ils avaient appris trop tard que le plus dangereux des ennemis est celui qu'on sous-estime. Et qu'un homme mourant, débarrassé de tout à perdre, peut être l'adversaire le plus redoutable. C'est ici que s'achève notre histoire. Si vous avez été touché, choqué ou simplement captivé, partagez vos impressions dans les commentaires. Merci de votre écoute. Et surtout, si ces récits vous parlent, abonnez-vous à notre chaîne. Right now. Copper, 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 copper. And then that's the iron. 100% chances of one vein, right? Just build copper tools? I refuse. Okay, this is not a one vein, thank God. That's 9. Pretty good, pretty good. Looking for any more iron here. Ouch. Damn, are you sitting? Did you go all in at some point and lose it all? I'm wondering how you're down to 1,000. Kind of do what you gotta do. Totally agree, man. Alrighty, chat room, the raffle has begun. It's also your reminder to check on your crowd control points. Span about 30 minutes. If I don't bring in enough goop, the debt collectors will break all of their legs. Oh damn. Not even your legs, huh? That's brutal.
exclamation point join to jump into that raffle. Ugh. I'm eating this burrito and like a piece of the fucking tortilla was like in my throat. Finally cleared it, but now my eyes are watering. So guys, we hit 40 subscribers last night. Can I just say thank you to everyone who subscribed. It means so much. I've got a lot of stuff planned. I'm feeling really just motivated at the moment, you know? I'm feeling the love. And I think we're on like a good trajectory, you know? Gotta get food? Alright, are you sitting? Welcome in, Raid? Yeah, for real. Yeah, I still haven't sound designed a raid alert. I'm gonna have to do that at some point. Okay.